Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Nikaya Talk avec un invité que vous avez sûrement jamais vu, en tout cas pas sur le podcast encore. Il est nouveau coach Nikaya depuis septembre, spécialisé dans tous les sports de force au poids du corps, donc street workout. Vous savez, moi, les seules références que j'ai en street workout, c'est Eric Flagg en 2015. Maintenant, ce gars, il m'a fait de nouveau redécouvrir le street workout. C'est magnifique, c'est une autre époque. Comment ça va, Théo? Bah écoute, ça va très bien et toi, Johan? Bah écoute, je suis en forme olympique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le but de ce podcast, ça va être de répondre à différentes problématiques. Un, le développement de la force est-il spécifique à des disciplines et est-il différent entre ces disciplines? Si oui, jusqu'à quel point on peut estimer une différence? Et voilà, est-ce qu'il y a un socle commun pour développer sa force qui est non dépendant des disciplines? Voilà, on va traiter de la qualité de force au global et voir si toutes les disciplines sont si différentes que ça ou pas. C'est chaud? Voilà. Ouais, carrément, hein, carrément. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, du coup, je m'appelle Théo, je suis pratiquant de street, donc athlète et coach à la fois. Donc, j'ai une expérience là-dedans qui va être sur plusieurs aspects. Donc, je vais pouvoir vous présenter mes deux points de vue, ça va être intéressant. Et du coup, également dans le powerlifting que j'ai commencé à pratiquer, du coup, via Johan. Et donc, voilà. Comme il est expliqué, je viens du street, donc c'est un sport qui est en fait en pleine effervescence. Et l'intense, c'est un peu le Bronx. Il n'y a rien qui est réellement structuré, c'est chacun fait sa sauce en fait dans les entraînements. Ce qui fait que quand vous allez démarrer la discipline, vous allez avoir un tel qui va vous dire, voilà, tu fais ça, 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 ça. Et souvent, la méthode d'entraînement des athlètes se résume à reproduire ce qu'ils ont appris à leur début. En fait, ce qui est assez commun à toutes les disciplines dans lesquelles il y a assez peu d'encadrement finalement. Et bah, du coup, j'ai pas échappé à la règle. J'ai fait exactement ce que les personnes qui m'avaient servi de mentor à l'époque m'avaient dit de faire. Et des fusions en fonction de avec qui je m'entraînais. Donc voilà, je pouvais m'entraîner 6, 7 fois dans la semaine, plusieurs fois par jour carrément, en fonction des périodes, etc. Euh, ou d'autres fois où je faisais 3, 4 entraînements dans la semaine, où j'essayais d'avoir un semblant de structure. Mais très souvent, voilà, c'était pas de gestion de charge, pas de séance calculée à l'avance, etc. Et c'est là, du coup, pendant mes études dans les sciences du sport, j'ai pu faire un stage du coup dans le powerlifting. Et c'est là où, du coup, avec la confrontation de notre discipline, je suis amené à me poser des questions, parce que le powerlifting, c'est quand même un sport où la performance est la force maximale. On voyait que les athlètes calculaient, ils préméditaient un petit peu leurs entraînements, ils avaient la notion de la gestion de l'effort. Et c'est là où je me suis posé des questions de est-ce que aller à l'échec sur toutes mes séries, ne pas savoir ce que je fais, faire des choses parce qu'on me dit de les faire, c'est réellement pertinent pour moi quand je me retrouve dans des cas où je vois mon pote doubler son niveau d'un seul coup en faisant telle chose et quand je l'ai fait moi, bah, je me sens juste fatigué ou je progresse pas. Donc voilà, c'est un peu toutes ces questions-là que je me suis posé quand j'ai été confronté au powerlifting et je me suis finalement demandé est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en tirer de cette discipline. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait directement m'apprendre sur mes séances et que je pourrais du coup appliquer plus tard sur les personnes avec lesquelles je travaille. Donc voilà un petit peu. J'ai coaché dans le street, donc j'ai fait débloquer des figures, donc le handstand, le back lever à certaines personnes. J'ai coaché dans le powerlifting et j'ai clairement utilisé un socle de base pour les deux disciplines. Et ça a vraiment été assez changeant à partir du moment où j'ai commencé à appliquer quelques principes du powerlifting au street, là où, quand je m'entraînais dessus pratiquement moi, ça a changé pas grand-chose en fait au niveau de l'évolution des performances. Donc voilà un petit peu. Ok, super. Ouais, c'est marrant parce que avec Théo, on a deux parcours qui sont presque opposés en fait, dans le sens où lui, il a eu sa discipline et quand il a découvert une autre discipline, ça lui a fait un peu remettre en question les principes qu'il avait appris. Moi, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que pendant toute mon enfance, j'ai fait tous les sports qui existent ou presque. Voilà, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait de la natation, des sports co, du tennis, du hand, du foot. Voilà, et j'ai atterri dans la force athlétique pendant mes études, donc en deuxième année, je crois, de STAPS.
donc en 2019, et depuis je le pratique. Donc finalement, je sais pas si c'était inconscient, parce qu'il y a vraiment des trucs où on est petit et on se rend pas bien compte de, de, de tout le travail et de toute la construction en fait de séances et d'un cycle. Encore faut-il que chez les tout petits, il y ait vraiment une recherche de construction de séances et de cycles. Mais en tout cas, j'avais déjà remarqué un petit peu des notions un petit peu transversales, et c'est ça qui m'intéressait dans le sport. J'ai jamais eu de gros niveau, par contre, je m'intéressais à tout. Et s'il m'est arrivé pendant mes études ou dans certains sports d'appliquer une certaine méthode, des petites choses que j'avais vues auparavant. Donc c'était assez enrichissant de voir plein de sports différents avec plein de cultures en fait différentes. Et du coup, après, dans mes études aussi, j'ai coaché des gens de tout sport. Évidemment, on va dire, mon sport entre guillemets de cœur, c'est peut-être le foot. Donc, j'ai entraîné au foot, j'ai fait de la préparation physique au foot. Après, j'ai fait de la préparation physique au rugby. Et pour le coup, j'avais jamais touché un ballon de rugby et j'y connais absolument rien en rugby. Enfin, à part les règles de base, il faut faire les passes en arrière, machin truc. Et donc, c'est intéressant. Là, il y en a certainement une grande partie d'entre vous qui dit, mais attendez, comment il a pu être préparateur physique au rugby? En plus, enfin, dans un bon club, en tout cas à Nice, c'est pas le pays du rugby, mais un club de 3e division. Euh, comment c'est possible alors qu'il y connaît rien? Bah, c'est justement, on va vous parler un petit peu dans ce podcast que finalement il n'y a pas tellement de spécificité et de différence entre les sports qu'on veut nous faire croire. Et donc après le rugby, enfin non, avant, pendant, après le rugby, la force athlétique bien sûr. Et là par exemple dernièrement, j'entraîne un athlète pour faire un trail, donc vraiment rien à voir. En plus de la muscu, j'ai dû préparer des sportifs de sport de combat aussi. Enfin voilà, bref, je suis un peu touche à tout et c'est ça qui m'excite bien. Même si évidemment là actuellement la force ça reste 90-95% de mon job là actuellement. C'est un très beau palmarès, hein. Bon, palmarès je sais pas, mais voilà. Bon, je te propose qu'on attaque directement dans la comparaison un petit peu de nos disciplines. Si tu peux nous décrire un peu le street workout, parce que du coup c'est vrai que d'un œil extérieur, Ouais. je sais qu'il y a la notion d'esthétique, il y a les combos, les enchaînements, je sais qu'il y a des grands mouvements de base, mais comment ça se déroule, comment ça se construit une performance en street? Ouais, ok. Alors, donc je vais prendre vraiment le format compétition et pas indépendant des vidéos qu'on peut retrouver sur Instagram. Le format compétition, c'est souvent agencé sous forme de battle. C'est assez tiré de la gymnastique en fait, mais un peu remanié pour le grand public, pour avoir un ISP challenge, un V1. Donc, globalement, vous avez des rounds. En général, ça dépend, mais ça peut être 45 secondes, une minute. Voilà, ça dépasse jamais. Et pendant cette période-là, les athlètes vont pouvoir enchaîner un maximum. C'est un peu une sorte de, on va dire, agré, comme en gymnastique en fait. Vous avez tout ce qui va être aspect dynamique. Donc ça va être des 360, des sortes de backflips sur les barres de traction. Je sais pas si tu as déjà vu, Johan, si ça te parle un petit peu. Mais souvent c'est Ouais, ça. j'ai fait gymnastique à la fac, c'est bon, ça me parle. Voilà, donc ça c'est un peu la version barbare du truc, on va dire. Sans les jambes, les pointes de pied, etc. tendues. Et donc après, voilà, il va y avoir les autres choses, donc ce qui va être fait sur le sol, sur des barres parallèles, etc. Et le but du jeu, c'est de combiner en fait un maximum de figures qui vont rapporter des points. Donc par exemple, pour une figure qui va être tenue 3 secondes, ça va rapporter X points. Si on la combine à une autre, tac. C'est en fait un peu comme un format jeu, on a les x4, x5, etc. Et donc, il va y avoir une accumulation de points en fonction de si la figure est validée, s'il y a des critères qui sont respectés. Et voilà, celui qui a le plus de points, grossièrement, à la fin, gagne son battle. Voilà, ça se passe comme ça en fait pour la performance en compétition dans le street. Ok, et du coup c'est vraiment des tournois où tu passes premier tour, deuxième tour, quart de finale, demi, un peu comme ça? Bon, la plupart, oui. Pour la plupart, ouais, c'est vraiment ce Ok. forme-là qui ressort le plus pour toutes les compétitions. Et du coup, est-ce que c'est déjà prédéfini à l'avance toutes on va dire, les points que peuvent te rapporter les figures? Ou il peut y avoir des différences entre arbitres, déjà combien il y a d'arbitres? Ça, c'est un truc que je sais pas du tout. Alors, en général, les arbitres sont par 3. Et c'est là où c'est un peu le bazar. On voit que le street est en plein développement. En fonction des compétitions dans lesquelles on va être,
les figures, la notation va pas être exactement le même. C'est pour ça qu'il y a bon, c'est un autre débat, mais il y a des athlètes qui boycottent certaines compétitions, certaines organisations, parce qu'ils jugent que c'est pas pertinent. Il y a des résultats qui sont un peu biaisés. De toute façon, c'est un peu dans tous les sports la même chose, hein. On retrouve la même chose au powerlifting. Mais pour le street, où c'est encore, on va dire, moins officiel, je sais même pas s'il y a une fédération qui est officielle, qui est vraiment validée, mais c'est ça concrètement. Donc voilà, ils essayent de développer quelque chose qui est plus relativement identique, qui ne dépendent pas du lieu, des athlètes, enfin des juges, mais souvent ouais, on peut pas cacher qu'il y a clairement des juges qui vont attribuer plus de points en fonction de leurs propres préférences. Donc l'impartialité là-dessus, c'est encore compliqué en fonction des fédés. Wow, ok. Ok, ok. Et d'accord. Et du coup, c'est les juges majoritaires, du coup, s'ils sont trois, un peu comme en powerlifting, où si tu as deux blancs, un rouge, ça passe. Et Alors, où il y a vraiment un comptage des points, et du coup, c'est une somme. ouais, c'est ça. En fait, en fonction de là où on va se présenter, va y avoir quelqu'un qui va par exemple noter des combos statiques, être là avec sa petite fiche. J'ai déjà vu des athlètes se mettre très très proche d'autres athlètes qui va être là, il va cumuler, il va noter les points, etc. Donc il va compter. Il y en a d'autres, c'est les trois juges restent en retrait, ils regardent. Donc souvent le problème c'est qu'on ne sait pas trop qui s'occupe de quoi. Mais il y en a un qui va dire voilà, pour lui, au moment du débrief, je vote pour lui, etc. Il y en a un qui peut faire une égalité, l'autre pour lui. Donc voilà, c'est une sorte de trio. Donc souvent ce qui peut se passer c'est il y en a un qui vote pour une personne, l'autre qui vote pour l'autre. Donc le troisième juge, tout le monde est là en train de le regarder en mode putain, qu'est-ce qui va gagner et tout. Donc là, souvent, il peut y avoir un rebattle. Donc il peut y avoir un troisième juge qui dise non, je me prononce pas. Et donc ça donne lieu à un autre round. Donc voilà, en fait, il n'y a pas tant de communication que ça sur certains critères. Donc ça, et encore, ça dépend des fédés. Et est-ce que il y a quelle part l'esthétique prend, c'est-à-dire si, imaginons, deux athlètes font exactement le même combo pendant 45 secondes, Ouais. quelle part l'esthétique prend dans la décision en fait? Est-ce que tu vois comme en body où la transition entre les poses doit être Ouais. très soignée parce que peut vraiment faire perdre des points? Est-ce qu'il y a un truc comme ça de dire bah, entre deux figures, je dois passer au-dessus de la barre ou en dessous ou machin de manière vraiment soignée ou au contraire c'est un truc vraiment très guerrier au final qui est le plus carré gagne, je sais pas. Ouais, alors ça, c'est intéressant. Je pense que déjà, dans la question que tu poses, ça va dépendre des personnes qui vont juger. Mais de manière générale, si c'est vraiment exactement le même temps de seconde, c'est-à-dire la personne, elle fait 3 secondes de hold, ensuite elle fait une autre figure, pareil, le même temps de maintien, etc. Les deux font exactement la même performance identique. Ça va jouer clairement sur les critères esthétiques. Donc, est-ce que la personne avait bien les pointes de pied tendues? Est-ce que les bras étaient bien droits? Est-ce qu'il y a eu des déséquilibres visibles? Puis c'est bête, mais au bout d'un moment, quand tu n'as plus rien à comparer, c'est quel effort était le plus léger pour la personne, pour lequel l'effet sans gravité rendait en fait. Ok. Donc il y a Après, en même général, les proportions morphologiques de l'athlète peuvent même jouer en sa faveur ou contre sa faveur. C'est-à-dire un petit léger peut peut-être être jugé moins impressionnant qu'un gars de 100 kilos alors qu'ils font le non, même combo. non, non, ça c'est Non, et c'est ça pas c'est ça. encore ça c'est encore un autre truc. On en parlera. C'est un peu le sujet tabou en street, c'est la performance, c'est au poids de corps. C'est voilà, t'es meilleur au poids de corps, t'es plus fort. C'est tout. Il y a pas de y a pas de catégorie, y a rien. J'ai déjà vu des mecs de 70 kilos courir contre des mecs de 50. Bon, voilà, je rentrerai pas dedans, mais Ok, ok, ok. Ok. Bah, du coup, bon, la force athlétique, c'est beaucoup plus simple, quoique avec l'ajout des règles, et même il y a certaines règles qui sont assez ouvertes à l'interprétation, donc je dirais pas que c'est au même niveau que le street parce que là il y a carrément pas de fédération et j'imagine qu'il n'y a pas de rulebook, il n'y a pas vraiment de règles, c'est juste une façon peut-être limite culturelle de faire. On fait comme ça, il y a trois mecs qui jugent, etc. Donc le powerlifting est bien plus avancé, mais comme c'est quelque chose qui grossit d'année en année, bah, il y a plein de règles, il y a plein de gens qui contournent les règles et ils sont légitimes de le faire, hein, tant que c'est pas marqué noir sur blanc. C'est ça dans tous les sports, hein, dans tous les sports, même les sports les plus pratiqués au monde. Le foot, il y a un ajout de règles et, et des suppressions de règles tous les ans.
donc ça c'est pas un problème. Mais la performance est quand même ultra cadrée, c'est-à-dire que il y a 3 essais, il faut faire le max de charge sur les 3 essais pour maximiser votre total. Du coup, c'est la somme des 3 mouvements. Et après, on établit un classement en fonction de la somme des 3 mouvements, mais globalement, c'est ça. Donc, le nerf de la guerre, c'est simplement d'augmenter sa force max. Donc là, on va partir un petit peu sur l'analyse. C'est que dans le powerlifting, il n'y a qu'une seule, branche de votre personnage de jeu vidéo à développer. C'est il est plus fort ou il est plus fort. Il n'y a pas trop le choix. Donc ça nous amène à avoir une programmation qui est assez simple, assez linéaire, je trouve, et qui est à 100% basée sur les variables. Contrairement, j'imagine, au street. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'entre un sport, peut-être on va le voir, tu vas nous le dire, mais entre un sport ultra cadré, ultra variable avec une seule qualité physique, il n'y a pas tellement de différence en fait avec un sport plus chaotique, dirons-nous, comme le street ou même comme les sports collectifs par exemple. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Il y a une des plus grandes figures du street, enfin une des figures qui a percé sur YouTube et Instagram. Vraiment son slogan, c'est pas de quand tu vas coacher, c'est tu veux la planche, c'est 12 au maximum and shut up. Voilà. Ça c'est l'état d'esprit du street. C'est Ok. tu veux progresser sur un mouvement, pousse. C'est les clichés du street, c'est ce que mes potes disent, mais c'est une réalité, c'est que ces phrases-là ressortent, ça le voit dans les méthodes, que les mecs soient, après on le verra dans la manière de gérer leurs variables, sur du léger, sur du lourd, ils donnent leur max tout le temps. Ça provoque des montées de perf monstrueuses à court terme, des stagnations 2-3 semaines plus tard, et des gros crashs. Les athlètes disparaissent. Et ça, même à haut niveau. C'est-à-dire que les mecs, on va les voir, ils vont bombarder de clips Insta sur des périodes du style de 3 semaines. Soit ils vont commencer à stagner ou à se blesser. Et après, dans des périodes de crash, on les voit bifurquer sur d'autres disciplines. Plus de musculation, plus d'équilibre. Parce que du coup, c'est des mouvements qui requièrent beaucoup moins de force. Ça leur permet de, comment dire, continuer à pratiquer sans davantage se faire mal et avoir un retour négatif de la discipline. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement peu parlé sur les réseaux. Et je le vois, même chez les plus gros coachs de street, c'est qu'à l'heure actuelle, le nombre de blessures, c'est pas des douleurs, hein, c'est vraiment des blessures sur eux, et c'est monstrueux. Vraiment, c'est monstrueux. Il y a des athlètes et des coachs qui sont blessés chroniquement depuis plusieurs années. Donc on les voit continuer à performer, etc. Mais ils n'arrivent pas à endiguer les blessures, etc. Et je me dis, en partant d'une base comme ça, le nombre de personnes qui seront blessées sera beaucoup plus important par rapport à une discipline comme le power. Alors que c'est une discipline où il y a déjà énormément de blessures. Et pour autant, la finalité, c'est la même. C'est développer sa performance. Donc, en fonction de notre niveau, on va maximiser du coup la force, comme Yoann le disait. C'est est-ce qu'on va développer la force max. Donc, du coup, pour les débutants dans le street, sur la figure quand on l'a pas, bah oui, tu veux la full planche, t'as pas la full planche. Tu cherches à développer ta force max. Mais, il y en a qui s'entraînent pas pour développer leur force max. Enfin, leur entraînement, ils veulent avoir la planche, mais ils se disent pas, je veux développer ma force max sur la planche. Ils commencent à faire des méthodes avec des élastiques, avec des combos de 45 secondes, des handstands au milieu. Donc là, tu te dis, bon. Mais bref, voilà, c'est pour montrer un petit peu la gestion de la contrainte et des seuils qui sont. Enfin, le rendement de seuil entre stress adaptatif et stress non adaptatif. Ok. Donc voilà. Ça c'est intéressant parce que ce côté, alors que c'est 2 sports très différents, de dire je max out un truc parce que ça m'apporte de la performance à court terme et ensuite je crash, bah on le voit, mais vraiment en powerlifting aussi, il y a tout un tas de personnes, notamment chez les débutants, sur lesquels t'as un peu l'euphorie au tout départ parce que les adaptations arrivent très vite, en tout cas les toutes Ouais. premières. Je me suis jamais essayé au street, ce serait peut-être une catastrophe ou pas, je sais pas, mais je pense que si je le max out tous les jours, évidemment que je vais avoir des adaptations, mais du coup, en fait, c'est une seule variable qui est poussée à son maximum. Donc là, on va faire un petit peu le tour des variables parce que
pour n'importe quelle discipline au monde, ou presque, je sais qu'il y en a qui vont trouver des disciplines un peu farfelues, des sports indiens qui sont des mix de je sais pas quoi. Bon, d'accord. Mais il y a 4 domaines. Il y a le volume, l'intensité, et là en l'occurrence, c'est toujours l'intensité qui prime dans ces cas-là, dans les cas où vous allez crash, c'est toujours l'intensité. Et pourtant, en force athlétique, ça peut se comprendre parce que les charges sont vraiment, vous mettez 2 fois, 3 fois le poids de votre corps sur le dos, vous tirez 3, 4 fois peut-être votre poids de corps, donc du coup ça demande un effort nerveux qui est absolument énorme. On verra après tout le recrutement musculaire qu'il y a derrière, la coordination, enfin bref, c'est un effort nerveux qui est énorme, et du coup ça demande beaucoup de récupération. On pourrait se dire qu'en street, la charge absolue qu'il y a sur le corps, elle est assez faible. Et pourtant, l'intensité, c'est quasiment la même. Ça veut dire que quand je dois tenir une figure 10 secondes, mon recrutement musculaire, il est quasiment le même que quand je fais un max. C'est pas les mêmes muscles, c'est pas les mêmes angles, là-dessus on est d'accord. Mais en tout cas, l'intensité, elle est poussée à son maximum. Et l'intensité, c'est peut-être l'un des facteurs les plus délicats à gérer. Donc c'est pour ça que 4 domaines, le volume, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, c'est-à-dire le nombre de reps, le temps d'effort, le nombre de séries, il y a 1000 paramètres que vous pouvez mettre dedans. Ensuite, vous avez l'intensité, vous pouvez mettre la charge, vous pouvez mettre l'effort perçu, okay, vous pouvez mettre votre pourcentage de 1 RM, vous pouvez mettre, voilà, pareil, tout ce qui en fait, tout ce qui répond à la question, à quel point c'était dur, vous avez tout un tas de paramètres que vous pouvez mettre en fonction de votre discipline. Et ensuite, vous avez la densité de l'entraînement, donc c'est-à-dire le nombre de récup, le temps de récup, le nombre, si on devait faire un nombre de mouvements par heure, voilà, c'est pas seulement de dire cette semaine à l'entraînement j'ai fait 10 répétitions, ouais mais en combien de temps, et intercalé de combien de pauses. Donc ça c'est la densité d'entraînement, et ensuite il y a la progression, c'est-à-dire la progression de séance en séance, de semaine en semaine sur toutes les variables précédentes. Donc voilà, ça c'est pour tous les sports, c'est la même chose. Quand j'ai entraîné en rugby, c'est exactement la même chose. Combien le mec va pousser, combien de séries, combien de répétitions, quelle progression on lui fait faire de semaine en semaine, combien de temps de récup, ça c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Ce qui va changer derrière, c'est l'analyse en fait. La vraie spécificité, c'est pas votre sport, mais c'est les contraintes que vous allez appliquer. Vous allez avoir les contraintes biomécaniques, c'est-à-dire à quel angle, à quelle amplitude articulaire, musculaire je travaille, quel levier j'applique sur une articulation. Okay, on sait que les leviers en powerlifting, c'est peut-être les leviers les plus simples. Okay, la barre est bien plus souvent alignée avec votre centre de masse, donc c'est assez facile à gérer. Vous n'avez pas des grosses contraintes articulaires. Les grosses contraintes articulaires elles sont apportées par l'intensité, mais pas forcément par les leviers. Alors qu'en street, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une charge qui est relativement faible. Hein. C'est sûr, si vous faites 100-120 kg en street, c'est une charge considérable. Mais bien plus souvent, en plus, voilà, comme c'est du poids du corps, ça demande bien plus que le powerlifting, même si ça avance dans ce domaine-là, mais d'être sec, d'avoir vraiment une composition corporelle qui est vraiment propre pour pouvoir performer, c'est vraiment une des grosses variables. Du coup, ouais, tu peux peut-être nous parler des contraintes sur les leviers, quoi. Ouais, carrément. C'est très intéressant ce que tu expliques. Ça, c'est un des marqueurs qui est le moins pris en compte. Enfin, faut savoir que là, du coup, c'est un autre sujet, mais les coachs de street, les athlètes de street qui représentent, il y a clairement, si on doit faire une norme, un espèce de minimum et maximum en termes de poids, en termes de taille totale, plus vous allez être grand, ça c'est quelque chose de fait, enfin c'est un fait, mais plus vous allez être grand, pour le même poids, plus vous allez devoir produire de couple. C'est le principe du bras de levier. C'est quelque chose de vrai. Il y a des athlètes qui sont extrêmement grands, qui vont se limiter en termes de poids. Ça va engendrer derrière énormément de choses, etc., qui ne sont pas forcément positives. Mais voilà, vous êtes déjà délimité par votre taille, de la même manière qu'un basketteur de 1m70, bah voilà, il va se faire dunker dessus, il va se faire dégager du terrain par les mecs qui font 2 mètres. Voilà, vous arrivez, vous faites 1m85, vous tombez contre un mec d'1m50 qui fait une flotte planche, qui est en endurance de force, là vous tenez 3 secondes la figure, bon bah voilà, super. Donc, est-ce que tu peux nous définir, avant d'aller plus loin, la notion de couple que tu as donnée ?
Un petit peu nous Ouais, bah, expliquer? le couple, concrètement, c'est la production d'énergie nécessaire. Ça va être impacté par la distance, l'angle. Ça va vraiment être, comment dire, l'énergie que vous allez devoir sortir pour faire ça de manière relativement simple, pour tenir une position en fait. Donc globalement, imaginons qu'une personne fasse, deux personnes qui fassent une full planche. Il y en a un qui fasse 50 kilos, l'autre 70. Imaginons, voilà, deux cas de figure. La même taille les deux, il y en a juste un, il fait 20 kilos de plus. Bah, du coup, forcément, vous allez me dire, c'est plus dur. Mais qu'est-ce que c'est concrètement, c'est plus dur? Bah, il faut calculer en newton, multiplié par la distance, etc. Donc là, ça va donner un chiffre précis. Forcément, bah, du coup, ce sera multiplié par le poids. L'autre cas de figure, la personne fait 20 centimètres de plus en termes de taille, mais le même poids. Ça revient à la même chose, ça multiplie la contrainte que la personne doit porter. Donc le couple, c'est ça. Je sais pas si j'ai été très compréhensif là-dessus. Ouais, ouais, ça va. Mais du coup, on peut dire que, on peut dire que peut-être le couple, il est quasi exponentiel, non? Si tu multiplies par la taille ou par le poids. Et d'ailleurs, c'est pas parce que, ouais, c'est pas parce que vous gagnez 1 kilo que c'est 1% plus dur ou 10% plus dur à chaque fois. Non, chaque kilo est plus compliqué ou demande beaucoup plus de force que le précédent. Alors, si je veux répondre très précisément, ça dépend. Parce que si ton 1 kilo il est gagné aux jambes, s'il est gagné aux chevilles, s'il est Ouais, gagné au niveau du torse, ça va impacter ton bras de levier. Parce que oui, t'as des personnes qui vont se lester sur Instagram, mais ce qu'ils ne se disent pas, ces petits salopios. Quand tu te lestes au niveau de la bouche, parce qu'il y en a, ils disent oui, je fais 20 kilos, enfin, vous voyez des mecs faire des full planches avec 20 kilos dans la bouche. Le bras de levier, le centre de masse, voilà, c'est votre point d'équilibre. Les mecs qui mettent du poids à l'avant de leur corps, qui réduisent le bras de levier, ça réduit la difficulté totale. Un mec qui met 2 kilos sur ses jambes avec 1 mètre de distance, c'est pas du tout la même difficulté, hein. C'est vraiment exponentiel, ça dépend de là où c'est placé, comment ça impacte votre centre de masse. ouais, ok, je comprends, je comprends, je comprends. Et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous définir, tu vois, toutes les variables? On a donné volume, intensité, densité, progression, que tu peux retrouver en street, et que, alors, soit que dont les streeteux manquent, et que tu as Ouais. pu découvrir par exemple par le power ou par d'autres sports ou par tes études, euh, ou voilà, va nous donner un petit peu ce qui est fait actuellement. Donc on a bien compris que l'intensité est maximale, peut-être le volume, on parle beaucoup en durée d'effort. Je pense essayer Ouais. de battre son temps maximum dans une intensité max. Et j'ai l'impression que le reste, voilà. Alors, je vais parler à plusieurs niveaux. Le plus haut niveau de réflexion que j'ai pu observer, après, entre ce que j'ai pu observer et ce que les personnes ne montrent pas, je pense qu'il y a quand même une petite différence. Mais le plus haut niveau, c'est quand même gestion de certains cycles au moins jour, accès force. Exemple tout bête, la personne va faire une figure, donc un front lever. Je ne sais pas si vous allez voir concrètement ce que c'est, mais grosso modo, voilà, figure en isométrie qui est complexifiée. La personne le tient 30 secondes, elle va se dire, ok, je veux travailler ma force sur le mouvement, parce que du coup, c'est en 30 secondes, on est vraiment sur l'endurance de force pure. Elle va rajouter un élastique qui va mettre une contrainte, du coup, augmenter la tension totale. Ça, c'est pour la gestion de force. Voilà. Ou alors rajouter les petits poids de cheville. Hein. Je sais pas si tu vois, Yohan, et les trucs que tu fais là, en Ouais, relevé de ouais. jambes, qui est vendu pour ça. Les streeters, ils ont un peu Je remanié à vois, leur sauce. Décathlon, ouais, ouais. Voilà, les petits poids de 2 kilos où tu faisais en relevé de jambes, eux, ils se le font en full planche. Voilà. Et en fait, ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont se faire des espèces d'entraînement polarisé au sein même de leur séance. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont arriver, ils vont envoyer du coup direct poids aux chevilles, série numéro 1, bam, full planche presse, etc. Et après, le reste de leur séance, ils vont travailler sur des qualités du coup du style d'endurance, donc des combos qui sont longs, qui sont volumineux, ou à l'inverse, juste des cycles entiers où ils vont alourdir toute leur technique, enfin toute leur figure, et derrière après le retransmettre sur des entraînements. Donc ça, ils le disent pas, mais ça se voit sur les stories qui sortent, etc. Avec des combos qui sont plus volumineux et tout. Donc je pense que le plus haut niveau, il y a quand même une gestion des cycles, même s'ils le disent pas explicitement. Maintenant, pour la plupart des streeters qui regardent les vidéos, etc., la plupart c'est des personnes qui sont jeunes, qui vont regarder des conseils sur TikTok et sur Instagram. Donc, les conseils qui sont donnés sur TikTok et sur Instagram sont ce qu'ils sont. C'est déjà une bonne base, etc. C'est déjà du partage, donc ça c'est très cool. Mais sur ces conseils-là, il n'y en a aucun qui parle de principe d'entraînement par niveau.
C'est-à-dire, c'est tout ou rien. C'est soit le street, c'est pas de la muscu, le street, c'est purement nerveux. Il n'y a pas de. Alors, oui, quand tu es débutant sur la figure, bah, du coup, c'est de la force max. Et après, tu vas basculer en endurance de force et tout. Non, c'est. Déjà, la question principale qui revient, c'est est-ce que ça donne de la masse? Donc, bon, on est vraiment sur ce niveau-là pour le pratiquant moyen. Euh, et du coup, ouais, c'est là où ça a été une des plus grosses révélations, c'est quand je suis arrivé, bah, que j'ai vu le powerlifting, c'est que je me suis dit, en fait, tous leurs entraînements sont axés sur de la force max, mais ils ont vraiment une notion de cycle. Là où moi, dans mes entraînements, je vais tout faire. Je vais faire un max hold, 3 séries de max hold en planche. Derrière, je vais prendre un élastique pour être plus léger et faire un peu de volume, toujours à l'échec, sinon c'est pas marrant. Et derrière, après, je vais faire du renforcement. Et c'est là où tu te rends compte que t'as pas de notion déjà de qualité. Est-ce que tu travailles sur la figure? Tu le dissocies pas. Pour toi, tu travailles la figure. Et derrière, t'as pas de notion de gestion de volume. Les powerlifters arrivent avec un volume qui leur est propre. Les coachs vont chercher à savoir ce qui fait progresser, répondre l'athlète. Là, c'est est-ce que tu es fatigué? Enfin, c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est est-ce que tu es fatigué aujourd'hui? T'en fais pas beaucoup. Est-ce que tu te sens bien? Tu fais ton max, tu te sens performé et tu vas rajouter des séries. Du coup, ce qui fait que tu te sens divin le jour J. Et 3 jours après, 4 jours après, voire le surlendemain, tu te sens éclaté. Donc voilà, il y a tout ça qui est mis en place par le street et qui pourrait être peaufiné en fait. Et donc, tu dirais que la polarisation de l'entraînement est importante pour le street, ou au contraire, est-ce Ouais. que tu chercherais à avoir une homogénéité entre tous tes entraînements? Euh, En fait, ça va dépendre. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est déjà le niveau comment dire, de fun de l'athlète. Euh, Si on veut vraiment tryhard et que la personne c'est un robot, qu'elle veut juste développer sa force max, bah oui, tu fais faire que de la force max sur la figure. Mais le street, c'est quand même des personnes qui sont jeunes ou comment dire, un état d'esprit où c'est pas forcément soulever le plus lourd possible sur une charge. Et la personne, tu lui dis, écoute, tu vas faire que des x2, x3 pendant X temps. Euh, Bah, au final, ça va être assez répétitif pour elle. Et le street, c'est vraiment l'aspect contrôle du corps. Oui, ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi l'aspect un peu je m'amuse et je fais n'importe quoi. C'est aussi un prétexte pour. Voilà. Et donc, ça va dépendre des personnes, du niveau de besoin en fait psychologique de la personne. Est-ce que si on lui pose un cadre, etc., est-ce que déjà elle a besoin d'un cadre? Est-ce que cette personne va rejeter le cadre et se dire écoute, là j'ai envie de faire des handstands, je veux progresser en planche, mais je veux qu'il y ait des handstands au milieu de mes planches, etc. Voilà, ça va dépendre de ça. C'est est-ce que la personne est capable de se tenir à un plan? Et si oui, mais qu'elle veut, comment dire, elle a besoin de diversité, on peut polariser, même si dans l'état actuel, c'est pas forcément pour développer une qualité, ce sera pas forcément le mieux. On pourra polariser l'entraînement pour qu'elle fasse autre chose, qu'elle puisse avoir des séances où elle s'amuse. Voilà, je le tournerai comme ça. Ok, ok. Parce que moi, par exemple, en force, j'ai plus la réflexion par niveau. Bon, évidemment, le profil psychologique de l'athlète, voilà, s'il est vraiment purement loisir, etc., évidemment que ça influe. Mais de manière générale, euh, plus l'athlète est débutant, plus je vais chercher à homogénéiser le niveau d'effort, enfin mes variables, essayer d'avoir un volume qui est constant, une intensité qui est la plus constante possible pour Ouais, maximiser les adaptations nerveuses de coordination, machin, de vraiment maîtriser cet aspect-là. Et parce qu'il passe, pour un débutant, il passe de pas de force du tout, donc pas d'effort spécifique, à en faire tous les jours. Donc il faut que la montée soit progressive et que on ait une baseline tous les jours. Et puis plus on avance, plus en fait on se retrouve dans l'autre côté on est à l'autre côté du manche et en fait la fatigue induite par un effort est tellement énorme, même si c'est un effort, on en a parlé avec le podcast avec Samy et Thomas Bouillet, chez les athlètes avancés, en fait, même quand on dit un RPE 6 par exemple, qui est censé être une barre facile, qui est juste au-dessus du niveau d'effort d'un échauffement, hein, on est d'accord, bah, en fait, la charge absolue qu'il y a amène une fatigue intense. Du coup, on est obligé de polariser, c'est-à-dire de calculer et d'organiser sa semaine de manière à ce qu'il y ait des jours très très faciles
qui servent juste à maintenir les adaptations nerveuses de coordination, juste être bon sur le mouvement, répéter, répéter, répéter. Comme au foot, on répéterait juste des passes, tu vois, à tous les entraînements, même si ça fait 10 ans que tu en fais, tu fais des passes, tu fais des contrôles, tu fais des choses de base. Un petit peu cette vision-là. Et des jours où vraiment on va pouvoir pousser et capitaliser sur toute la récupération plus adaptation douce, on va dire, de toute la semaine et de tout le bloc, pour pousser sur ces jours-là. Donc plus j'avance et plus j'ai des pratiquants avancés, plus je dois polariser en fait. C'est vraiment Est-ce c'est que tu vraiment peux deux mondes. introduire la notion des RPE pour des personnes qui feraient du street et qui s'entraîneraient un peu au jour le jour? Alors, le RPE, il est un petit peu modulable. C'est-à-dire que en force, on l'associe à 90-95% au RIR, aux répétitions en réserve. On est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que très souvent, quand on dit bah ça c'était une série RP8, ça veut dire que tu pourrais caser 2 répétitions en plus. Ok. Cette vision-là, comment dire, elle est très efficace pour les répétitions, pour les fourchettes de répétition moyennes. C'est-à-dire entre 3-4 reps et 8-12, ça marche plutôt bien. Après, quand vous faites un single, un doublé, quand vous dites RPE 9 sur un single, est-ce que vous pourriez refaire une répétition? Pareil, si vous faites un single RPE 6, est-ce que ça veut dire que vous avez encore 4 reps derrière? Voilà, la question se pose. De la même manière, quand vous faites 30 répétitions, je prends un exemple extrême, vous faites 30 répétitions, est-ce que quand c'est RPE 9, donc difficulté 9 sur 10, ça veut dire qu'il vous en reste une? Non, probablement que si vous faites 30 répétitions, euh, de 22, 23, 24, 25, tout ça, c'est la mort, hein, je vous le dis, entre la sensation de brûlure, la fatigue, l'effort en elle-même, la charge, le cardio qui monte, ouais, la fatigue nerveuse de répétition des contractions. Donc, déjà, même en force athlétique, la notion de RPE peut être un peu distendue, on va dire. Alors, en street, du coup, euh, parce qu'il faut remettre un petit peu l'origine du RPE. C'est pas du tout quelque chose qui a été fait pour les sports de force. Hein. C'est quelque chose qui a été pris au sport d'endurance pour l'appliquer au sport de force. Et normalement, on juge la difficulté perçue de l'effort 30 minutes après l'arrêt de la séance. C'est-à-dire que quand on est redescendu à froid, on se dit, bah voilà, la séance, à combien je la noterai sur 10 de difficulté, grosso modo. Hein. Donc ça, c'est les sports d'endurance qui, effectivement, l'effort est quasi toujours le même. En fait, c'est très difficile de différencier quand vous courez à 90% de VMA ou à 92 ou à 88. Bon, bref. Et même, ça peut être appliqué au sport collectif. C'est-à-dire qu'une séance de football, si vous jouez un match, il peut y avoir des matchs plus durs que d'autres. C'est difficilement quantifiable, même pour quelqu'un qui prescrit l'entraînement et qui prévoit tout à l'avance, etc. Et même une progression. Des fois, il y a une intensité qu'on peut pas maîtriser. Bref. Du coup, en street, c'est très compliqué. Je pense, limite, qu'il faudrait établir plusieurs indicateurs. C'est-à-dire que vous avez un RIR si vous faites des, des répétitions. D'ailleurs, dans le street, tu me confirmes, mais il y a des sous-mouvements, on va dire, qui sont nécessaires. C'est-à-dire qu'un streeteux, il doit maîtriser des tractions, il doit maîtriser des dips, il doit maîtriser des muscle-up pour maîtriser un combo derrière. Donc pour tous ces mouvements-là, qui sont intermédiaires, qui sont des mouvements de répétition de muscles plus classiques dans un seul plan, on peut dire RPE égale RIR. Voilà, vous m'avez compris, même si j'ai expliqué la notion de distorsion avant, grosso modo ça marche. Ensuite se pose la question des figures tenues en secondes. Et là, j'avoue que ça c'est un vrai problème. Là, on peut purement se baser sur la difficulté. C'est-à-dire que on ne pourrait pas le transposer le RIR en gros combien de secondes t'aurais tenu de plus. Je pense que cette notion elle est non valable. Mais par contre la Ouais. difficulté, c'est-à-dire que vous reposez votre planche et pendant votre temps de récup, une fois que vous êtes redescendu un petit peu en fréquence cardiaque, un petit peu voilà que vous avez encore la première congestion de juste l'arrêt de l'exercice quand on se repose à terre, même ça marche quand on est sur une machine aussi, hein, quand on est sur de la muscu, il faut attendre un petit peu avant de juger la série, tu vois, de voir tous les effets de récupération de cette série. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à parler, est-ce que je suis haletant, est-ce que au bout de 3 minutes, je devrais y être allé. En fait, j'ai pas envie d'y aller. Peut-être que ça peut moduler. Donc, je dirais à quel point ta série était difficile.
C'est Ouais, la tes question accents, ouais. que voilà, et le prendre le plus à froid possible, avec le plus de recul possible, parce que sinon, bah, toutes les séries sont difficiles, hein, on est d'accord. Hein, mais bon, c'est une question délicate. Et là, du coup, je sais pas s'il y a d'autres outils pour quantifier l'intensité, si tu en connais d'autres, ou s'il en existe pas en street. Euh, c'est limite une question, est-ce qu'on pourrait pas inventer un nouvel outil de gradation de l'intensité bon, c'est compliqué. Pour, euh, pour l'intensité d'une figure en classique, tu parles? En isométrie ou vraiment juste par Ouais, exemple en format dynamique? pour un format dynamique, j'en ai pas parlé, mais c'est encore un autre pétrin. C'est-à-dire qu'on combine les informations. On peut avoir un muscle-up qui est très facile et la figure tenue au-dessus qui est quasiment intenable et on est au bord du craquage. Ouais, Là, c'est difficile de juger comme ça, hein, mais comme dans les sports collectifs, qu'est-ce qu'on juge Est-ce qu'on juge, ouais, c'est ça. je sais pas, le plaquage qui a été rude et qui m'a laissé toute la mi-temps avec un mal de côte et que c'était difficile, ou au contraire, bah, finalement, j'ai fait mes pas, j'ai couru, j'ai fait mes sprints sans trop de difficultés. Est-ce que voilà, il y a tout un tas de critères de qu'est-ce qu'on note. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que ça pose la question de l'individualisation du RPE. Ouais. Et je le vois aussi en force. Il y a grosso modo les undershooters et les overshooters qui disent toujours bah, soit ah non, je l'ai senti lourd, c'était difficile, et puis tu regardes la rep et c'est vitesse lumière, quoi. Et le mec dit oh, c'était 8, 8 et demi, ok, bon. Et à l'inverse, c'est des mecs qui grind pendant 10 secondes. Ouais, un peu 6, 7, tranquille. J'ai de la marge encore. Bah, Un et je rajoute pense du que poids, coach. c'est exactement la même chose. Mais comme je l'ai observé en sport collectif aussi, c'est-à-dire que on fait une séance tranquille et il y a des mecs qui ont toujours des RPE élevés et des mecs on a fait une séance tout le monde est mort et le mec va te dire RPE 4 ouais c'était facile j'en ai encore je dis mais tu pourrais refaire la séance là il dit oui oui bon C'est les Tchétchènes, ça. non, non mais c'est très individuel donc avant même de juger le RPE en lui-même et c'est pour ça que même des athlètes de force me demandent après leur squat quel RPE c'était, tu penses, etc. Je dis attends, concernant la moyenne de tous les athlètes que j'ai vu faire, et si je compare le RPE qu'ils donnent avec une vitesse de barre, je te dis ça. Mais après, je dis souvent aussi, tu as fait bouger la barre très très vite, ok, tu as fait un effort qui donne l'impression d'être facile, mais quel niveau d'effort interne tu as produit pour arriver à ce résultat? Et Ouais. souvent, on est très proche de la rupture, alors que bah, finalement, ça bouge vite. Et on met 5 kilos de plus, et puis et le mec reste en bas. Donc Ouais. ça, je pense que c'est d'abord, en fait, pour avoir un RPE et pouvoir en faire un outil à peu près fiable, je pense qu'il faut Mhm. d'abord une phase d'observation. C'est pour ça, Ouais. tous les athlètes débutants, ils me disent, ah oui, mais ça, je sais pas trop noter le RPE. Je dis, c'est pas grave. Toi, pose-toi seulement la question, à quel point c'était difficile, quelle difficulté sur 10 tu noterais ça, et ensuite, c'est ton propre ressenti à toi. Après, moi, je peux te donner des indications en mode, bah voilà, c'était assez dur là dans tout ce que toutes les barres que j'ai vues. Ça, c'est voilà, je dirais que voilà, tu sous-estimes ou tu surestimes le RPE, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Pour le street, la façon dont je l'appliquerai, ce serait en fonction de comment je veux le faire. Si je pars d'un point de vue musculation, je mettrai le RPE au groupe musculaire. Donc, par Ah exemple, ouais, sur un front un lever, RPE. je sais que ça Ça, travaille. ça veut dire que tu aurais un RPE grand dorsal, un RPE pec, un RPE. Pour une vision de développement approche musculation dans la force max, je pense que c'est le plus rentable Ok. pour savoir combien de volume à telle intensité j'ai besoin pour progresser sur mon front, par exemple. Donc, est-ce que par exemple, je sens une fatigue monstrueuse après avoir fait, je sais pas moi, 4 séries, RPE 8, etc. Ça va me permettre de moduler en fait la notion de l'effort. Et mais pour les athlètes, comment dire, qui vont être sur de l'endurance et tout, ça va pas du tout être la même chose. Pour ceux qui s'entraînent qu'en combo, bah, le mec il s'entraîne sur des supersets, il a de la récupération sur un même groupe musculaire et réenchaîner 30 secondes plus tard. On peut plus vraiment trop appliquer. On peut essayer, mais ce sera un bordel. Il faudrait noter, oui, alors sur mes 4 premières reps, j'étais RIR là, machin, truc muche. Ça ferait une liste horrible à remplir. On pourrait noter à la difficulté du combo. Je fais mon combo, c'était ça. Donc voilà, il a quand même un minimum les temps, le nombre de répétitions par mouvement. Mais voilà, avec ça, combien je note ça? Le RPE à la fin de la séance. Donc là, c'est vraiment de l'effort, enfin, de l'effort perçu
à l'état pur, c'est combien de temps, comment je me sens après, mon niveau de fatigue. Est-ce que 30 minutes après, j'ai retrouvé ma lucidité? Est-ce qu'au contraire, là, je sens qu'il faut que je prenne du repos parce que le lendemain, ça va taper? Voilà, c'est la notion de RPE au mouvement, après la série et à la fin de la séance. On peut introduire ces notions-là et ça va dépendre du niveau de l'athlète, lequel on va miser plus spécialement. Mais c'est super intéressant ce que tu as dit sur les RPE par groupe musculaire et typiquement sur les combos. Ça peut permettre d'identifier comment dire, un coût énergétique par groupe musculaire et de voir quel est le maillon faible en fait de ton combo. Tu Ouais. peux te dire, je sais pas, dans ton combo, tu as besoin de 3 tractions, et je dis n'importe quoi, hein. Une planche et 2 autres mouvements, tu vois. Bah, si ta planche, t'es RPE 10 au niveau des pecs parce que tu n'arrives plus à la tenir, au niveau des épaules, on peut même avoir des RPE limite articulaires en vérité sur certaines positions. Et on peut dire, voilà, mes épaules là, elles sont flinguées, que ce soit les pecs, les triceps, j'arrive plus à tenir. Par contre, les Mm. tractions, je peux en enchaîner et du coup, tu peux doser dans ta séance ouais, tu peux juste polariser à l'intérieur de ta séance en fonction de ton pattern de mouvement. Et là, on peut raccrocher le train avec la vraie spécificité. Donc, on a les contraintes bioméca, les qualités dominantes. Donc là, en l'occurrence, pour le street, comme pour la force athlétique, on a la force max. Le street, on a l'endurance de force aussi, capacité à tenir une position. Mm. Le contexte de la perf, bon là, pour le coup, c'est quasiment le même contexte. C'est-à-dire que voilà, c'est dans une salle, en tout cas pour l'entraînement, c'est dans une salle avec des barres, c'est très très répétable. Il y a très peu d'impact de la météo, d'impact externe, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de, enfin, Ouais. il y a des adversaires, mais il n'y a pas de collision, il n'y a pas d'aspect, il y a très peu d'aspects tactiques. Voilà, c'est quand même assez limité par rapport à des sports co, par exemple, qui sont assez chaotiques, hein. Dans l'entraînement, il y a énormément de variables qu'on ne peut pas contrôler. Là, 90-95% des variables, c'est vous qui en décidez. Donc ça, c'est assez. Il y a un autre truc dont on peut discuter, c'est le coût de l'erreur, à mon avis, qui est on en a parlé brièvement en intro, mais le fait de max out, ça veut dire, peu importe ta discipline, quand tu fais ton effort de compétition à intensité max, quel est le coût de cet effort? Est-ce que ça t'impacte beaucoup? Par exemple, j'imagine qu'un athlète d'endurance, s'il fait un triathlon comme ça, sans être préparé du jour au lendemain, hop, il fait son triathlon. Je suppose que ça ruine une bonne partie de son année, ok? Qu'il est mort et qu'il passe au moins 2-3 mois à rattraper ça, à rattraper son Ouais. état de fatigue qui s'est envoyé, voire même des blessures aiguës, etc., des douleurs. Mm. À l'inverse, dans un sport collectif, par exemple le volleyball, je pense que vous pouvez jouer des matchs à peu près tous les jours, ça va. Il va y avoir des petites contraintes articulaires au niveau des genoux, des chevilles, parce que voilà, il y a énormément de sauts répétés, mais je veux dire, voilà, si vous décidez à l'improviste de dire, allez les gars, aujourd'hui c'est match, il va pas se passer grand chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Bah, sur le street, c'est le coût de l'erreur. En fait, c'est pas une question de coût de l'erreur, c'est qu'il y ait le coût de l'erreur tout le temps. Et en fonction comment dire, du niveau de la personne et de sa capacité à récupérer de la fatigue, ça va bifurquer d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que la plupart des personnes s'entraînent en max, tout le temps. Il y en a qui vont, avant de refaire une grosse séance, parce que il y a que comme ça en réalité qu'on peut calculer, étant donné que tout le monde s'entraîne au max, c'est compliqué de savoir combien de temps ça va leur mettre à récupérer, parce que bah, personne ne fait de période réellement de récupération. Les récupérations sont imposées par le corps. C'est-à-dire que la personne, bah, elle peut plus faire de max, elle se sent faible, etc. Du coup, travers de l'élastique, réduction du bras de levier. Exemple, la personne, elle a une full planche, elle peut faire 4-5 répétitions, elle est allée à l'échec sur sa dernière séance, mais elle va faire des straddles, réduction du bras de levier, réduction d'intensité, et du stress sur tout ce qui est articulation. Et donc là, en fait, il va y avoir, de manière inconsciente de la part des personnes, une réduction du coup de la proximité à l'échec. Ils vont faire des combos qui sont plus courts, moins contraignants au niveau du stress. Et on voit en général, ça va dépendre de jusqu'où la personne va répéter ses entraînements légers. Elles peuvent récupérer en 2 séances, en une semaine. Ça va dépendre du niveau de récupération. Ou alors, c'est là où c'est compliqué, c'est est-ce que la personne elle va comment dire, maintenir une proximité à l'échec constante. Dans ce cas-là, on court vers le surentraînement. Et là, c'est le crash dont je parlais, là où la plupart des personnes le font. Et encore, s'il n'y a pas de crash de perf, il y a blessure. Ou alors, la personne, elle module vraiment, elle a conscience
de ces séances lourdes. Et dans ces cas-là, il fait vraiment des entraînements très légers qui lui permettent de reperf toutes les 2 semaines, etc. Mais voilà. Mais c'est une question qui est très compliquée parce qu'il n'y a pas réellement de cycle. Il n'y a pas de personnes qui prennent de data sur leur niveau de récupération. Donc c'est vraiment à l'observation ce que je dis et de ce que j'ai pu voir sur moi-même et sur les personnes que j'ai entraînées ou avec lesquelles je me suis entraîné. Ok, ok. Donc, et j'imagine aussi que c'est dépendant du mouvement aussi, hein. Comme il y a des articulations qui sont plus sollicitées que d'autres, il y a des patterns de mouvement plus sollicités que d'autres. Si tu en max out un et que ta capacité de récupération est impactée, bah, il y a Ouais, tout un univers de mouvement auquel tu n'as plus accès donc ça, c'est intéressant. Ça me rappelle un petit peu l'interférence squat deadlift. C'est-à-dire que si tu max out ton deadlift, selon ta stance, etc., ça peut très fortement impacter ton squat aussi ouais, et te ruiner. Là, pour le coup, je pense que c'est aussi dépendant du niveau en force athlétique. C'est-à-dire qu'un débutant, il peut max out quasiment tous les jours. Il a très peu de risque d'atteindre le surentraînement et le crash nerveux. Par contre, plus on avance, plus la charge absolue est lourde et je dirais que c'est même presque exponentiel. C'est-à-dire que si on double sa charge max au squat, on double pas la fatigue. J'ai l'impression qu'on la triple, on la quadruple, je sais pas. ouais, Donc ça peut ouais, vraiment la saturation d'un pattern, le crash nerveux, ça peut vraiment nous foutre en l'air une bonne partie de l'année, hein, au moins 3 mois. Euh, ouais, Évidemment, vous pouvez le voir sur les athlètes de niveau, dès qu'il y a trop de compétitions enchaînées, voilà, il y a un espèce de sweet spot où voilà, ils enchaînent, et ils continuent sur leur momentum tout au long de l'année, et puis à la compétition de trop, et là crash, et là il y a une saison, voire une saison, voire peut-être même un peu plus, à retrouver leur niveau. Donc voilà, attention à ça aussi, juste dans votre interprétation du sport. Euh, c'est pas Il arrive très souvent aussi, et on n'en parle pas souvent, on dit souvent, bah voilà, il faut bien espacer ses compétitions pour avoir le temps de récupérer. Faire plusieurs compétitions, ça nous permet de surfer sur la vague un petit peu de toutes les adaptations qu'on a créées. Mais il faut juste arriver à pas trouver le point de dépassement. Donc ça, c'est assez compliqué parce que ça implique plusieurs domaines à voir. Il y a le plan technique, il y a le plan de la récupération, la nutrition, le nerveux, le biomécanique, le métabolique. Ça, on n'en a pas parlé, c'est encore une autre branche de l'effort. mm, Mais voilà, je te propose qu'on passe à la dernière partie du podcast. Je pense que ça fait ouais. à peu près déjà 1 heure là qu'on est en train de discuter à peu près. Tac, 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 tac. On peut ouais, se donner un petit jeu à faire. De se dire, chacun, on va se donner un mouvement de la discipline de l'autre et de se dire Ok. comment on l'interpréterait, quelle méthode on mettrait en place, enfin à quoi on ferait attention pour essayer de faire progresser sur ce mouvement en tant que néophyte complet. Bon, t'as peut-être plus d'expérience en force athlétique que moi, je n'en ai en street, mais grosso modo, voilà, tu peux aller dans tous les sens, c'est-à-dire de partir soit de la physiologie très très poussée, soit vraiment, enfin, le choix est libre. Si je te donne une amélioration au squat, ou en tout cas un mouvement en force athlétique, parce que c'est quasiment tous les mêmes, quelle analyse tu fais pour essayer de les faire progresser? Au squat, Ouais, c'est ça? Ok. Alors, la première chose que je me demanderais, c'est le squat. Je ferai une analyse biomécanique, c'est quels groupes musculaires sont en jeu, dans quel angle articulaire. Ça, c'est les premières choses. Pourquoi? Pour savoir tout simplement ce que je vais travailler. C'est pas plus bête que ça, mais qu'est-ce qui travaille? Une fois que j'ai cette information-là, je vais prendre directement les informations spécifiques à la personne. C'est est-ce qu'elle a déjà fait. Donc, c'est quoi la tête? C'est un débutant complet ou c'est comme tu veux. C'est juste, Bon, en fait, c'est juste les principes qui m'intéressent, quoi. Que peu importe l'athlète, il y a peut-être des trucs sur lesquels on peut se rejoindre. ok. Donc là, au niveau des justifications physiologiques, très simple. Je pars d'un constat qui est universel, peu importe la discipline dans laquelle vous êtes, c'est vous voulez développer quelque chose, vous pratiquez assez cette chose, vous allez progresser. Il y a une espèce de sweet spot comme ça. Vous dépassez, votre corps ne peut pas encaisser. Un peu comme si on voulait remplir une bouteille d'eau. Au bout d'un moment, vous remplissez d'eau, ça dépend. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et bah, si vous la remplissez pas assez votre bouteille d'eau,
ça va être très limité, quoi. Voire au bout d'un moment, vous n'allez plus du tout la remplir. Donc, prendre des informations sur quelle est cette zone de sweet spot. Donc, il va y avoir une espèce de période d'observation. C'est ça que, on ne peut pas directement vous dire, je te fais exploser du jour au lendemain. Non, je n'ai pas cette présomption de te connaître. C'est pas possible. Il faut que je apprenne à observer comment tu réagis. Donc, ça va dépendre de si la personne, elle a déjà eu des informations sur elle-même. Sinon, on va partir à la chasse avec elle aux informations. Définir un volume qui la fait réagir. Donc, on ajuste au fur et à mesure des semaines si on voit qu'il y a une progression donc, qui se crée en fonction du retour sur sa fatigue. Et donc là, ça c'est pour la gestion du volume. Maintenant, la notion d'intensité sur ces mêmes groupes musculaires. Quelle intensité la fait réagir? Est-ce que la personne, visuellement, déjà c'est la première information qu'on a, c'est visuellement, est-ce qu'elle est développée ou pas? Si on voit que ses performances sont relativement faibles par rapport à un volume musculaire qui est assez développé, on peut déjà se dire, bon, cette personne sera plus bénéfique pour elle de faire des adaptations nerveuses qu'avec de la haute intensité, parce que la masse musculaire, elle, est déjà créée. Il y aura des gains qui seront relativement limités en performance de force maximale sur un squat. Si la personne, déjà, on voit que voilà, elle est vraiment énorme et qu'il n'y a pas si lourd que ça sur la barre. À l'inverse, si on voit qu'il y a une personne qui, musculairement, on dirait pas, mais c'est le fameux effet, mais putain, mais en fait, tu charges lourd sur la barre. Ça, c'est la phrase qui ressort, ça veut pratiquement dire, je n'imaginais pas faire ça, quoi. Là, en général, donc après, c'est vraiment, ça peut y avoir plein de facteurs qui rentrent en compte, mais de manière générale, la personne est peu développée musculairement, elle est très forte, elle progresse plus. Hop, vous diminuez l'intensité. Vous allez sur un développement de la masse. Et après, si vraiment on veut rentrer dans la physiologie à état pur, développement de la masse, réduction d'intensité. Pourquoi? Pour accumuler du volume. Qu'est-ce que c'est ce volume? Il y a en nombre de séries, en nombre de répétitions. Le nombre de répétitions, qu'est-ce que ça fait? Ça va mettre du stress, donc principalement métabolique. Vous allez répéter un effort, etc. Le corps est extrêmement répondeur au stress métabolique pour le développement. Et c'est ça qui fait que, primairement, vous allez augmenter en masse musculaire. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait votre cycle, que vous avez vu que sur des formats, votre athlète a développé un minimum de masse, vous allez pouvoir repasser sur de l'intensité. Donc vous allez voir que votre athlète, sur des formats longs, quand vous allez faire de la basse intensité, va progresser sur des formats plutôt longs. Et derrière, ça va pouvoir se retranscrire sur de la force maximale. Donc voilà, voilà un petit peu comment j'agencerai rapidement. Voilà. Et toi, Yohan, Okay. je te mets au défi de développer un front lever sur un athlète de street. Ok. Alors, front lever, moi je vais partir peut-être de principes un peu plus généraux. Donc je vais commencer comme toi hein, sur le plan biomécanique, c'est-à-dire effectivement les groupes musculaires qui sont à travailler. Ok, on s'en est d'accord. Les articulations qui sont touchées. Est-ce qu'il y a un gros travail musculaire par rapport à articulaire ou articulaire par rapport à musculaire? J'entends. Est-ce que, par exemple, là pour le cas d'un front lever, ça va pas être tellement les muscles qui vont être impactés en récupération, ça va être les articulations. Okay, je pense que les tensions aux épaules et aux coudes et aux poignets sont plus importantes que la capacité du grand dorsal, du pec et du triceps à pouvoir maintenir la tension. Okay, donc ça, première chose. Ensuite, sur le plan nerveux, qu'est-ce que c'est comme pattern? En fait, pas sur le plan nerveux de l'intensité, mais sur le plan nerveux du schéma moteur. Okay, donc, grosso modo, quelle est l'intention appliquée par l'athlète? C'est de faire donc, une extension de bras, okay, sauf qu'il y a une résistance. Okay, donc à partir de là, je sais que je dois devenir plus fort sur l'extension de bras contre résistance. Grosso modo, il n'y a pas, voilà. Même s'il y a des notions de gainage, il y a des notions d'équilibre, il y a des notions de proprioception, il y a des notions de résistance à l'effort. Quand on cherche à faire un effort en isométrie, très souvent le débutant, il sous-estime ce qu'il n'est pas capable de faire parce qu'il a juste du mal à rester en contraction. Voilà. Ensuite, c'est la qualité physique. Est-ce qu'il y a une seule qualité physique dans le mouvement que je cherche à développer? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Là, il y a la force max, forcément, mais il y a aussi la force endurance. Ça veut dire que je dois mettre à la fois développer ma force max dans ce mouvement d'extension de bras contre résistance, mais aussi développer mon endurance de force. Ça veut dire que peut-être je vais devoir d'un côté développer ma force, donc avoir des formats avec des fourchettes de répétition basses,
à haute intensité, ou en tout cas augmenter l'intensité dessus, développement de la force maximale classique, et l'endurance de force. Je vais à la fois faire beaucoup de répétitions sur ce mouvement, et Ouais. caler de l'isométrie submax, donc potentiellement avec des élastiques. Ensuite, j'ai le niveau structurel. Donc, est-ce que la masse musculaire est vraiment très importante pour produire cet effort? Oui, mais non. Je veux dire, c'est pas le plus gros déterminant, surtout sur les mouvements au poids du corps. Évidemment, si c'est un total débutant qui n'a jamais mis le pied dans une salle de muscu, il va y avoir un renforcement global à faire, mais voilà. Sinon, c'est pas le plus gros mouvement, surtout que la masse musculaire va alourdir le corps. Donc voilà pour le plan structurel. Et ensuite, un plan sur lequel tu as un petit peu parlé, c'est le plan métabolique. Donc en force, il est assez simple, c'est-à-dire qu'on utilise une seule filière qui est la filière des phosphagènes, donc les efforts courts et intenses, avec la musculation et les efforts en série longue qu'on peut avoir un petit peu plus loin des compétitions. On est un petit peu sur la filière glycolytique. Là, pour le coup, la filière des phosphagènes, on peut presque l'écarter. En tout cas, on a dans la performance de compétition, on a la filière des phosphagènes pour améliorer la force max. Okay. On a la filière glycolytique qui est celle de l'endurance, grosso modo avec charge. Et puis on a un petit peu d'endurance de filière aérobie aussi. Ça dépend combien de temps on doit tenir la figure aussi. Ça c'est un truc que je sais pas trop. Donc combien de temps je dois tenir la figure à peu près? En tout cas un bon standard pour être compétitif. Ouais. Ça va être 3 secondes officiellement. Pour que la figure soit validée comme tenue, c'est 3 secondes. Ok, donc on s'en fout de la filière aérobie. C'est phosphagène et glycolytique, donc il faut des efforts assez longs. Voilà comment je le ferai. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça me paraît déjà assez complet. Si le niveau de la tête est très élevé, je pense que tu vois, ça va être quand même relativement importante. Si la personne, tu vois, enchaîne, par exemple, je vais prendre la figure planche tenue 3 secondes, mais qu'elle a enchaîné 10 presque, après derrière de valider un hold, là, ça va grandement entrer en compte, ouais. Ok, C'est pas genre ok. 3 secondes. Ok. Voilà, tout Ouais, dépend du j'avais niveau. pris le cas de la figure isolée, mais effectivement, de manière générale, je pense que travailler la filière aérobie, donc l'endurance, on va dire au sens large, euh, est assez important dans le street workout. Euh, je pense que les athlètes qui ont peut-être une plus grosse VMA, je sais pas, il faudrait faire un petit peu bon, évidemment, c'est multifactoriel, hein, il n'y a pas que ça, mais je pense que ça a un plus gros impact que ce que l'on pense. Euh, Ouais, ouais, il y Parce a des que athlètes. je sais pas si tu as des données par exemple, de fréquence cardiaque à l'effort sur une compétition. Est-ce que ça augmente beaucoup? Parce que typiquement, on est sur un sport métaboliquement qui est assez coûteux parce qu'il y a les contractions isolées, ça déclenche beaucoup de métabolites et surtout à des intensités élevées. Donc on rentre très vite dans l'acidité musculaire, dans Ouais. l'acidose même, parce qu'acidité c'est peut-être pas le bon mot, mais bref. Et du coup, la capacité à évacuer toutes ces métabolites et tous ces déchets de la contraction musculaire, on va dire, rentre assez vite en compte. Donc c'est quelque chose sur lequel j'insisterais si j'étais coach en street, je pense. Ouais, ouais. Il n'y a pas de données. C'est un sport du coup qui est très peu data pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut voir sur les vidéos de manière générale, c'est qu'effectivement, plus on monte à haut niveau, plus les personnes peuvent, comment dire, enchaîner les combos. Du coup, plus il y a de l'endurance qui se crée. Parce que les compétitions au niveau débutant, la personne fait un hold de 3 secondes et prend 10 secondes de repos et elle fait du handstand ou d'un mouvement peu coûteux métaboliquement ou structurellement et nerveusement, bah, il y a pas réellement de, comment dire, le métabolisme aérobique qui va être extrêmement là. Par contre, effectivement, dès qu'il y a beaucoup de répétitions à intensité modérée, ouais, là, les mecs, tu les vois au moment de débattre, euh, la meuf les tient, ou le mec les tient par les bras, les mecs sont comme ça, vraiment en train de souffler, d'évacuer tout ce qui est CO2. Donc, niveau cardiaque, ça envoie, effectivement. Et j'ai vu plusieurs athlètes que je suivais qui ont commencé à introduire la natation. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui a très peu d'évoqué sur les réseaux. L'aspect développement de la filière aérobie, de manière globale sur le corps, via une autre pratique, pour pouvoir mieux endurer les combos, mieux récupérer des acidoses du coup qui sont générées pendant les enchaînements. Ok.
Ah, ouais, c'est hyper intéressant. Là où pour le coup, je pense qu'en force, c'est pas très intéressant de mettre beaucoup de ressources sur le cardio. Pour le coup, le street, c'est peut-être un truc qu'on sous-estime, mais je Mm. pense que c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Parce que je pense qu'on a fait un gros podcast, une bonne heure là. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais traiter? Euh, Non. Là, comme ça, je Non. pense que c'est plutôt pas mal. Bon, Je vous pense. l'aurez compris. On fait une petite conclusion. Vous l'aurez compris. Vous pouvez en fait euh, lire et développer à peu près tous les sports une fois que vous avez les grandes généralités. Donc vous avez le volume, l'intensité, la densité, la progression. Vous imitez le mot que vous voulez. Ça, c'est plus un contexte social et un sentiment d'appartenance au sport. Voilà. En force athlétique, on parle vraiment de RPE, de nombre de répétitions, etc. En, dans d'autres sports, ils vont parler ils vont mettre différents mots, c'est différents critères, mais vous avez compris que les principes, ils s'appliquent à tous les sports. Donc ça, c'était assez intéressant et il n'y a que le sentiment d'appartenance sociale et le fait de s'intégrer dans une communauté qui nous différencie et notre jargon, hein, on peut dire ça comme ça. Mais sinon, tous les sports peuvent s'analyser. Les adaptations physiologiques, elles sont les mêmes pour tous. On peut clôturer en disant que voilà, le corps, il reconnaît pas vraiment si vous faites tel ou tel sport, il reconnaît une contrainte sur les articulations, il reconnaît une intensité de contraction musculaire, voilà à peu Mhm. près tout ce qui reconnaît une fréquence cardiaque, une accumulation ou non de métabolites dans le corps, ça c'est pour le côté métabolique. Mais Ouais. sinon, les voies d'adaptation sont les mêmes, hein. On ne crée pas de l'hypertrophie à grands angles parce qu'on fait la croix de fer ou je sais pas quoi. C'est pas parce qu'on fait du développé couché avec peu d'amplitude que on va muscler le milieu de pec. Bon, voilà, c'était des généralités, mais il faut vraiment le dire. Ça marche pas comme ça. Donc, euh, donc voilà, je pense que on a à peu près tout dit. Euh, Si vous savez développer la qualité de force dans une discipline, vous savez la développer à peu près pour toutes les disciplines. Merci Théo d'avoir été avec nous. Si vous voulez nous suivre, ça se passe sur Nikaya Powerlifting sur Instagram, nos comptes donc Théo Nikaya pour Théo, Yogo Nikaya pour moi. N'hésitez pas si vos services de coaching vous intéressent, vous pouvez nous DM directement votre coach. Théo hyper qualifié en street, vous l'aurez compris. Et chaque coach a sa discipline. Pierre pour le strongman, les autres pour la FA. Nous avons une diététicienne aussi, Emma, qui travaille avec nous. Et, et voilà. Vous pouvez aller choper, bon là on n'en a pas mis, on est vraiment des mauvais élèves, mais sur le site nikaya.lifting.com, vous pouvez aller choper des t-shirts, il y a même des hoodies. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit, je suis à la mode. Et sinon, Magnifique. n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, dites-nous un petit peu nos impressions sur le podcast. Et si vous venez une autre discipline, ou vous vous entraînez dans plusieurs disciplines, ou vous changez de discipline, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Et puis partagez cette vidéo à tout le monde. Allez, à plus. Ciao. Ciao tout le monde.